C'est le prince Henri d'Orléans, alias le comte de Paris, héritier du trône de France. Sa fortune à la sortie de la guerre sera estimée à 1 milliard de francs. Le comte de Paris avait prévenu ses héritiers « Vous n'aurez rien que vos yeux pour pleurer ». Il a apparemment tenu promesse. À sa mort en 1999, la légende veut que ses héritiers se soient partagés quelques mouchoirs brodés. Des mouchoirs et plus aucun million, pas si sûr. Nous avons voulu savoir ce qu'est devenu l'immense fortune du comte de Paris. Voici une histoire familiale, un destin entre grandeur et décadence. L'enquête est signée Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac et Emmanuel Fauconnet. 28 juin 1999. Devant des centaines de personnalités venues du monde entier, le comte de Paris, l'héritier des rois qui ont régné sur la France pendant 1000 ans, est enterré dans la chapelle royale de Dreux. Le comte de Paris est un mystère. C'était un personnage extrêmement charismatique, fascinant, envoûtant même. Il faisait partie de ces personnages hors du commun. Le comte de Paris, un homme qui avait tout. Un nom, une famille nombreuse et unie et surtout un patrimoine immense. L'une des toutes premières fortunes de France, évaluée à l'époque à près d'1 milliard de francs. L'héritage des Orléans, c'est des hectares de terre, c'est des châteaux, c'est des meubles, c'est des bijoux, c'est des peintures. Pourtant, cet homme va volontairement détruire ce fabuleux héritage. Il finira sa vie sans argent et détesté de presque toute sa famille. Il vend les propriétés, il vend les tableaux, il vend les meubles. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Ce type commet des gestes qui sont, à mon avis, impensables. Pourquoi cette volonté de mettre un point final à l'histoire de la prétendance des Orléans au trône de France? C'est une énigme. Secret d'actualité vous raconte comment cet homme a cru devenir un jour roi de France et pourquoi, alors que le destin lui avait tout donné, il a choisi de tout perdre. « 13 juillet 1954. La date n'est pas célèbre et pourtant, c'est à partir de ce jour que le comte de Paris croit qu'il sera roi de France. En effet, c'est ce jour-là, en banlieue parisienne, dans le plus grand secret, que l'héritier des rois de France rencontre le général de Gaulle. Et là, contre toute attente, de Gaulle se déclare favorable à la monarchie. Le général de Gaulle considérait que c'était l'héritier des rois de France. Et dans les années qui suivent, de Gaulle va aller encore plus loin. Il va laisser comprendre au prince qu'il veut tout simplement lui donner le pouvoir. De Gaulle est très clair. Vous aurez donc 3 ans à vous préparer. Je ne me représenterai pas à la fin de mon septennat. Le comte de Paris s'imagine longtemps que le général de Gaulle prépare la Restauration. Voici comment le comte de Paris a prévu, avec l'aide du général de Gaulle, de monter sur le trône de France. Dans les années 50, le comte de Paris croit réellement qu'un jour, sous le nom d'Henri VI, il régnera sur son pays. Il faut dire que pendant toute son existence, il n'a eu que cette idée en tête. D'abord, et bien sûr parce qu'il est un Orléans. Il est le descendant direct de Louis XIII et l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe, le dernier des rois à avoir régné sur les Français. Il sait qu'il n'est pas un être tout à fait comme les autres. Et cette conscience, il l'aura tout au long de sa vie. Alors, lorsque le général de Gaulle en personne lui dit qu'il est monarchiste, le prince se met à croire à son destin. Nous avons retrouvé les notes prises par le comte de Paris lui-même lors de leur rencontre à l'Élysée. De Gaulle est parfaitement clair. La République n'est pas le régime qui convienne à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle. Il y a 1 ou 2 discours de Gaulle où il dit « la France ne fait que des bêtises depuis 150 ans », c'est-à-dire depuis la chute de l'Ancien Régime. Donc de Gaulle n'est pas... c'est un républicain de raison, mais ce n'est pas un républicain de passion.
Le comte de Paris va tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir. Et d'abord, il va chercher à être populaire auprès des Français. Il faut qu'il se fasse connaître et il faut qu'il apprenne à connaître les Français. Le prétendant au trône va donc voyager partout en France et jusque dans ses colonies. Il va ensuite décider d'acheter ce superbe manoir à Louveciennes, aux portes de Paris. Et là, devant les caméras, le comte, sa femme et leurs 11 enfants vont alors tous participer à une véritable mise en scène, celle de la parfaite famille française. Tout le monde sait que le comte de Paris est le chef d'une nombreuse famille, que ses enfants sont heureux, etc., etc. C'est le père de famille française idéal. Le comte de Paris le sait. S'il veut devenir roi, il doit aussi se soumettre à la volonté du général de Gaulle. Et à l'époque, en 1957, de Gaulle a un objectif, se rapprocher de l'Allemagne. Alors, le prince a une idée. Il va marier son fils aîné, Henri, à la fille de l'une des plus grandes familles de l'aristocratie allemande, les von Württemberg. « 50 ans après, le fils du comte de Paris reconnaît lui-même que son mariage n'était qu'une manœuvre politique. Tout ça, si vous voulez, participer de cette vie que mon père avait décidé, où nous étions, pour ainsi dire, le décor, parfois les pions, parfois les pièces maîtresses. En tout cas, on participait à sa vie politique. Et la tâche ne s'arrête pas là. Le prince doit aussi séduire les réseaux du pouvoir. Il organise alors très régulièrement de somptueuses réceptions. Il a commencé surtout à donner ces dîners qui étaient des lieux de réunion de tout ce que la France comptait en illustration. Politiciens, ministres en exercice, députés de tous les partis. Tout ça a été 2 fois par semaine. Il y avait des dîners de 40 personnes. Mais pour conquérir le pouvoir, un outil est indispensable, la télévision. Pour apprendre à s'exprimer devant les caméras, le prince aménage chez lui un studio professionnel. Je puis vous dire que mon père avait dans son bureau une pièce comme celle-ci qui était faite pour la télévision, pour se préparer. Je pense que perdre l'Algérie, ce serait perdre sous peu tous les territoires d'Afrique. Il y avait des acteurs qui venaient de temps en temps pour sa diction, pour essayer de le faire parler, lui poser des questions. Pardon ? Je pense que perdre l'Algérie... De fait, le comte de Paris n'est pas à l'aise devant les caméras. Et il doit s'entraîner très régulièrement. Coupé. Je m'excuse, on va le reprendre. On continue. Je pars. Ok, très bien, parce que même la fin, le regard dirigé ici, c'était parfait. Mais avant de devenir roi, de Gaulle veut que le comte de Paris soit d'abord président de la République. Ce n'est qu'après qu'il pourra demander aux Français, par référendum, s'ils veulent de la monarchie. Il disait toujours au comte de Paris, il faudra qu'à un moment, vous passiez par le suffrage universel. Et le comte de Paris en avait tout à fait conscience. Et il disait même que c'était... Il m'expliquait toujours que c'était un peu le signe du sacre. Mais alors qu'il croit enfin toucher au but et monter sur le trône de ses ancêtres, les espoirs du prince vont s'effondrer. Le 4 novembre 1965, contrairement à ce qu'il avait promis au comte de Paris, de Gaulle annonce officiellement qu'il se représente à l'élection présidentielle. Après tout ce que nous avons fait ensemble, dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance. Il a dit « Je ne peux pas laisser le pouvoir au comte de Paris.
j'y suis, j'y reste. Et il a gardé le pouvoir. Malgré tous ses efforts, le prince n'a pas réussi à prouver au général qu'il avait la carrure d'un homme d'État. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Le général de Gaulle est réélu. Quelques mois plus tard, le soir du 20 janvier 1966, à l'Élysée, le président reçoit une dernière fois le comte de Paris. Et ce soir-là, de Gaulle va enterrer définitivement tous les espoirs du prince. Voici ce qu'il a lui-même rapporté de leur entretien. Personnellement, j'aurais souhaité la monarchie. Vous connaissez mon sentiment à cet égard. La croyez-vous possible? Peut-être pas. Je le regrette. Non, je ne la crois pas possible. Cette nuit de janvier 1966, le comte de Paris va la vivre comme un chaos debout. Pour le prince, c'est plus qu'un échec. C'est l'espoir de toute sa vie qui s'écroule. Toute son existence, il a rêvé qu'il serait à la hauteur de ses ancêtres qui, depuis 1000 ans, ont régné sur la France. Comme un monarque, il voulait être tout. Ce soir-là, il pense qu'il n'est plus rien. C'est à ce moment-là qu'au fond du désespoir, le comte de Paris conçoit son terrible projet. Puisqu'il ne peut pas être le nouveau roi, il sera le dernier. Et sa chute sera aussi spectaculaire qu'aurait dû être son couronnement. « 5 juillet 1998. Le comte de Paris fête ses 90 ans. Ce jour-là, ducs, princes et archiduchesses sont venus de toutes les cours d'Europe. Tout est fait pour donner une image parfaite de la famille de France. Et pourtant, la réalité est tout autre. En apparence, ce jour-là, le fils aîné de la famille, Henri, sourit pour la photo officielle. En réalité, père et fils se mènent en coulisses une guerre sans merci. En apparence toujours, le comte de Paris et sa femme semblent jouer au couple idéal. En réalité, le prince la trompe ouvertement et vit avec sa maîtresse depuis 25 ans. En apparence enfin, le château d'Amboise reste toujours la résidence familiale. En réalité, il ne lui appartient plus. Le comte de Paris a fait totalement disparaître les centaines de millions de son immense fortune. Cette façon qu'avait le comte de Paris de vouloir, moi il me disait, ils n'auront rien, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Et voici comment le comte de Paris a réussi à semer la haine dans sa famille et à faire disparaître l'immense fortune des Orléans. C'est en 1940, à la mort de son père, que le comte de Paris hérite de la gigantesque fortune familiale. Un trésor de guerre constitué à l'origine par le roi Louis-Philippe. Ce patrimoine fabuleux, ce sont des bijoux uniques, des tableaux de maîtres et des châteaux dans toute l'Europe. L'héritage des Orléans, c'est des hectares de terre, c'est des châteaux, c'est des meubles, c'est des bijoux, c'est des peintures. C'est ça l'héritage des Orléans. Il y a de l'argent, bien sûr, il y a de l'argent sur les comptes. Mais je veux dire, on ne peut pas le chiffrer en termes de compte en banque. On va dire c'est tel château, c'est une peinture d'Ingres, c'est le collier de Marie-Antoinette. Donc chiffrer la fortune du comte à cette époque, c'est impossible. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est énorme. Les Orléans ont toujours fait attention à ce que cette fortune ne s'éparpille pas, car c'est très important pour les prétendants d'être à la hauteur de cette prétention, à la hauteur de cette ambition. Et on ne peut pas l'être sans moyens. Et puisqu'en 1966, le général de Gaulle l'a trahi, puisqu'il a raté sa mission, le trésor des Orléans doit disparaître. Il vend les propriétés, il vend les tableaux, il vend les meubles. Comme il a échoué, il ne faut pas que les autres réussissent. Un peu comme le capitaine de navire qui coule avec son bateau, mais ayant demandé à
tout l'équipage de rester sur place. Dans le passé, il avait déjà entamé son patrimoine pour financer ses actions politiques. Mais dès les années 70, les ventes deviennent systématiques. En 1971, il se débarrasse du manoir de Louvciennes, qui était pourtant le symbole de son retour en politique. Ensuite, c'est le château de sa naissance, le Nouvion en Thiérache. Enfin, c'est la maison familiale de la Quinta do Anjinho au Portugal. De ses ventes, il ne parle jamais à sa famille. Il y a un épisode d'ailleurs qui est très intéressant, c'est quand la comtesse de Paris souhaite se rendre à la Quinta au Portugal. Le comte de Paris refuse qu'elle s'y rende à plusieurs reprises. Elle insiste et il refuse qu'elle s'y rende. Et finalement, elle y va avec une de ses filles, je crois que c'est la plus jeune, et en arrivant à la Quinta, elle apprend que la Quinta a été vendue. C'est un épisode qui illustre assez bien sa façon de fonctionner. Après les immeubles, le comte de Paris s'attaque aux meubles. Il organise des ventes aux enchères et la vaisselle, le mobilier, les bijoux, les tableaux. À chaque fois, des pièces inestimables sont dispersées aux quatre vents. C'était pathétique, c'était terrible. Cette volonté comme ça de tout dilapider, de tout lâcher. Si vous voulez reprendre toute la liste de ce qu'avait amassé Louis-Philippe, qui est considérable, vous reprenez cette liste et vous la reprenez dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que l'un a fait, l'autre le détricote en quelque sorte. Et pour accélérer sa ruine, le prince va avoir un coup de génie, créer une fondation. En effet, il sera impossible pour les héritiers de récupérer ce qui lui est légué. En 1974, le prétendant au trône crée donc la fondation Saint-Louis et lui lègue presque tout ce qu'il n'est pas arrivé à vendre. Les trésors que je donne à la France, je les donne aussi bien au régime instauré la République qu'à la France, et pour moi, ça sera toujours la même chose. Léguer son patrimoine à la France, peut-être. Mais pour ses enfants, cette ruine a une autre explication. La haine envers sa famille. Je pense qu'il avait une volonté très puissante je peux presque dire de haine ou d'exclusion, si vous voulez, de tout ce qui était familial. Et il a voulu sortir, si vous voulez, une grande partie de tous les biens de la famille, de notre famille, pour les intégrer dans cette fondation de façon à ce que nous n'ayons plus rien. À la fin de sa vie, le comte de Paris s'est tellement coupé de sa famille qu'en public, il fait mine de ne pas reconnaître ses propres petits-enfants. C'est quand, par exemple, arrive à une exposition de peinture où il se forçait à aller, il voit arriver ses petits-fils et bonjour grand-papa, lui dit-il, c'était Charles-Louis et Foulques d'Orléans, et il lui répond, qui êtes-vous? Mais grand-papa, nous sommes vos petits-fils. C'est monstrueux. Il ne se souvenait pas de ses petits-fils. Il ne se souvenait pas de sa famille. Il oubliait jusqu'à leur existence. Je ne sais pas, il y a une crispation entre lui et les enfants qui vient de lui, qui quelque part me dépasse. Et le prince va pousser cette logique de haine de sa famille jusqu'au bout. Il va tout faire pour humilier publiquement son fils aîné, Henri. La manœuvre a lieu le 27 septembre 1987. Ce jour-là, le comte de Paris convoque très officiellement ses partisans au château d'Amboise, car il a une déclaration importante à faire. À Amboise, il y a eu ce qu'on appelle une cérémonie de titulature, où il a donné des titres à Jean. Jean d'Orléans est le fils d'Henri d'Orléans, et donc le petit-fils du comte de Paris. Ce jour-là, son grand-père le titre duc de Vendôme, mais surtout, il le désigne comme son successeur officiel à la tête de la famille. Le prince saute en fait une génération. Je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle m'invite le destin. Henri, son père, publiquement humilié, ne tarde pas à réagir. Il faut bien le savoir, la couronne de France appartient au peuple français et sa succession
et les modifications ou les manipulations ne peuvent être faites par quiconque dans la famille. En opposant ainsi Henri à Jean, le comte de Paris a semé la discorde dans sa propre famille, une discorde qui dure encore aujourd'hui. Selon leurs proches, père et fils ne s'adressent plus la parole. Mais le plus incroyable de cette cérémonie est ailleurs. En effet, pour justifier sa décision, le prince a reproché à son fils Henri d'avoir divorcé et de s'être remarié civilement. Il a manqué aux règles fondamentales que j'ai énoncées d'ailleurs ce matin dans mon discours. Cette raison est plutôt étonnante, car ce que le public ne sait pas, c'est que le comte de Paris a lui-même quitté sa femme et qu'il vit avec sa maîtresse, son ancienne gouvernante, Monique Friez. Depuis 20 ans, Monique Friez a toujours refusé les interviews. Pour la première fois, elle accepte de nous révéler la vie secrète du comte de Paris. Pour les photographes, le comte de Paris est toujours passé pour le mari idéal. Père comblé de 11 enfants, sa femme, la comtesse de Paris, était en plus une personne d'une élégance rare et d'une distinction irréprochable. Mais du jour au lendemain, le comte de Paris va vouloir changer de vie. Ça, c'est une icône, c'est la photo qui est sur les buffets des royalistes de France. Ça, un moment de sa vie, il n'en veut plus. Maintenant, c'est fini. Plus de famille, plus de femmes, je me retire et qu'on fiche la paix. Fini la vie de château, fini la grande famille et le couple idéal. Au milieu des années 70, voici la vie que choisit le prince. Un simple pavillon en banlieue parisienne, dans lequel il emménage avec sa gouvernante, qui deviendra sa maîtresse, Monique Friez. Ça a été, je dois dire, ça a été l'homme de ma vie. Seulement, lorsque le prince rencontre Monique Friez au début des années 70, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle a traversé dans sa vie des périodes plutôt délicates. Elle ne lui dit pas, par exemple, qu'elle a divorcé 2 fois et que la garde de ses enfants lui a été retirée par décision de justice. Alors, le prince aurait dû avoir là au moins un début de signal, car dans les années 50, dans un tribunal de province, retirer la garde de 4 ou 5 enfants à la mère n'était pas des décisions qu'on prenait à la légère. Mais le comte de Paris ne se méfie pas. Bien au contraire, il va même la faire embaucher dans un hospice dont il est le directeur. À l'époque, en effet, le prince est au plus mal. Marqué par son échec avec De Gaulle, il a fait 2 infarctus et ne veut plus faire de politique. Il s'occupe alors d'une maison de retraite, créée par ses ancêtres. Et c'est très curieux parce que, après avoir un instant caressé le rêve de gouverner la France, il s'est trouvé à gouverner une centaine de personnes âgées. Monique Friez se souvient encore de sa première impression en visitant les lieux. Il m'a fait déjeuner à la Fondation. Et puis, nous avons tout visité. Et là, j'ai vu que vraiment, il y avait du travail à faire et que ça me plaisait. Le prince est tellement séduit par Monique Friez qu'il lui accorde un salaire royal pour l'époque, 50 000 francs mensuels. Mais en plus de son travail à la maison de retraite, Monique Friez se rapproche du prince. Puisqu'il a eu 2 infarctus, elle va utiliser ses anciennes connaissances d'aide-soignante pour s'occuper de lui. Elle a fait ce que la comtesse de Paris n'aurait pas voulu faire ou aurait été incapable de faire, c'est-à-dire lui préparer ses petites pilules. Vous savez, elle était présente à tout moment. Elle lui préparait son pyjama pour le soir, elle lui préparait ses petites pilules, elle lui disait à table, monseigneur, pas trop de frites, monseigneur, ne mangez pas ci, ne mangez pas cela. Je lui portais son déjeuner, je le descendais le faire marcher. Et elle lui a fait croire, ce qui était incroyable, que sans elle, il allait mourir. Moi, il me disait toujours, heureusement que Madame Friez est là, sinon je ne serais plus de ce monde. Et puis, petit à petit,
on s'est aimé, quoi. J'ai eu des années très, très heureuses avec lui. On a été très heureux ensemble. On a eu 2 ou 3 croisières. Et quand je voulais aller au Maroc, ou que Monseigneur désirait, j'avais qu'à téléphoner. Et puis, voilà, nous partions là-bas, c'était organisé. Le comte de Paris achètera pour sa maîtresse et lui ce pavillon en banlieue parisienne. Il a été très gai le temps qu'on a vécu ensemble. Il a profité de beaucoup de choses. Il était très gai. Je pense, en dépit de tout, que ça a été une histoire d'amour. Je le crois tout à fait. Des 2 côtés. Amoureux le comte de Paris? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est trop beau pour sa maîtresse. Une maison, des cadeaux, des voyages. En 25 ans de vie commune, le comte de Paris aurait dépensé pour elle près de 40 millions de francs, 6 millions d'euros. Pour les enfants du comte, Monique Friez a profité de leur père, ce qu'elle conteste aujourd'hui. Pécuniairement, je n'ai pas profité de Monseigneur du tout. Du tout, parce que d'abord j'avais un salaire qui m'était donné, que je pense que je méritais. Et puis, en plus de ça, je ne suis pas une femme à argent. Mais la famille de France n'est pas la seule à douter de l'honnêteté de Monique Friez. Stéphane Bern, qui fut le collaborateur direct du prince, lui aussi accuse. Il y a eu des malversations financières. On appelle ça aujourd'hui erreur d'imputation comptable. Mais ce sont des malversations financières. Monique Friez était-elle mêlée à ces malversations? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est alors directrice de la maison de retraite et qu'un trou de près de 4 millions de francs est apparu dans la comptabilité de l'établissement. Un commissaire aux comptes qui, comme dans toute association, est chargé de faire le bilan de cette association, de voir comment elle fonctionne, et il se rend rapidement compte que la gestion, c'est n'importe quoi. À tel point qu'il va refuser de signer son expertise. Fait rarissime, dans son rapport, le commissaire aux comptes parle de pression à son encontre. À l'époque, Monique Friez semblait particulièrement inquiète de voir l'affaire éclater au grand jour. Stéphane Bern se souvient très précisément de cette période. Je n'ai pas vu ces comptes. Je ne peux en parler que parce qu'un matin, Madame Friez m'a appelé, elle m'a réveillé du reste, et elle m'a dit « Monsieur Bern, il faut faire quelque chose, il faut que ça ne sorte jamais dans le Canard enchaîné ». À l'époque, j'avais 20 ans, vous imaginez, je ne serais jamais venu à l'idée d'appeler le Canard enchaîné. Ce rapport finira malgré tout sur le bureau du procureur de la République. Mais selon Stéphane Bern, la compagne du prince aurait tout mis en œuvre pour étouffer l'affaire. Car Monique Friez a des relations particulièrement haut placées. Certains disent même que c'est grâce à ces relations qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur par François Mitterrand en personne. Il a fallu demander à une personnalité suffisamment importante pour qu'elle couvre ça de son manteau d'arlequin. Et Gilles Ménage s'est chargé d'avoir l'aval du président François Mitterrand. Et c'est François Mitterrand lui-même qui a étouffé le scandale. Gilles Ménage est alors l'un des collaborateurs directs de François Mitterrand. Et selon Stéphane Bern, c'est à lui qu'aurait téléphoné Monique Friez. Le commissaire aux comptes que l'on a rencontré nous a dit l'avoir vu devant lui téléphoner à l'Élysée pour arrêter des procédures judiciaires en cours, et ce qui a été fait. Le comte de Paris parlait ensuite du président François Mitterrand avec des trémolos dans la voix. Ah, il nous avait épargné quand même d'être jeté en pâture publique. Le scandale aurait pu être immense. Il a failli l'être. Beaucoup d'argent a été détourné. Beaucoup de gens devraient s'inquiéter. Beaucoup de gens ont laissé faire.
Le comte de Paris n'a jamais mis en doute l'honnêteté de sa favorite. Ses enfants, en revanche, n'ont jamais eu confiance en cette femme qui les a éloignés de leur père. Les enfants ont un sentiment d'humiliation de voir les propres enfants de Mme Friez participer au Noël, aux réjouissances, aux voyages somptueux, alors qu'eux sont écartés. Le comte de Paris, fâché avec toute sa famille, pas tout à fait. Ses deux petits-fils, Jean, duc de Vendôme, et son frère, Eudes, duc d'Angoulême, sont accueillis régulièrement par leur grand-père. Mais en matière de communication, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, ils sont encore très maladroits. Comment est-ce qu'on doit vous appeler? Ça dépend. À l'université, on m'appelle par mon prénom, Jean, puis sinon, comme mon grand-père, Monseigneur. Vous vous appelez Monseigneur? Je crois que c'est dans l'usage. Bon. Et ce tournoi de chevalerie, justement, permet à la populace, au peuple français qui se trouve en face de nous, et même ici. À la fin de sa vie, le prince paraît avoir réussi son incroyable projet, être le dernier des prétendants au trône de France. Après la haine semée dans sa famille, après les faveurs dont il a fait profiter sa maîtresse au détriment de ses enfants, après surtout la disparition de sa fabuleuse fortune, le prince semble avoir mis un terme aux espoirs d'un retour de la monarchie en France. Que reste-t-il aujourd'hui de l'histoire des Orléans? Que reste-t-il de l'héritage politique et pécuniaire du comte? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Après la mort du comte de Paris, les enfants de la famille de France croyaient tout savoir sur l'héritage de leur père. Sa tentative de restauration ratée, sa gestion catastrophique dans les années 50, ses dons incroyables à la Fondation Saint-Louis et même sa maîtresse royalement entretenue. Autant de raisons, croyait-il, qui expliquaient la ruine familiale. Et pourtant, un nouveau mystère est apparu. Près de 400 millions de francs, 60 millions d'euros auraient disparu, sans aucune explication. Une piste existe pourtant, celle des banques suisses. Il y a une partie qui va à la Fondation, qu'il donne, il y a une partie qu'il vend, et dont le fruit des ventes va en Suisse. Ce qu'on sait avec un peu de précision, c'est qu'en tout cas, de l'argent est parti vers la Suisse. Un des experts qui a été nommé dans le cadre du débat de l'héritage a déjà pointé du doigt environ 2 millions et demi de francs envoyés vers des comptes suisses a priori inconnus. Il a aussi identifié des sommes en liquide qui seraient parties vers la Suisse. Une instruction judiciaire a été ouverte pour en savoir plus. Déjà, on sait de façon certaine que le prince possédait au moins un compte en Suisse. Cette instruction attend une pièce importante qui est le résultat d'une commission rogatoire internationale qui a été lancée par la juge en Suisse pour savoir ce qu'il y a sur ce fameux compte suisse. Au nom de monsieur et madame Roberto Casem, il est évident qu'il y a forcément le produit des ventes successives, soit de meubles, de bijoux ou de propriétés pendant 30 ans. Et pour la famille de France, la bénéficiaire de ce compte, c'est bien sûr Monique Friez. Devant notre caméra, elle nie formellement les accusations des enfants du comte de Paris. Qu'ils dorment tranquilles parce que vraiment, ils verront bien l'héritage de mes enfants, les pauvres. Vous voyez comment je vis, hein? J'ai pas de voiture, je vais nulle part, je sors pas, je reçois pas. C'est pas avec ma retraite que je pourrais me permettre... Non, croyez-moi. Et la dernière compagne du prince ne fait pas que se défendre. Selon Monique Friez, pour savoir à qui était destiné cet argent, il faudrait plutôt chercher dans une autre direction. Il a pensé à son fils Jean. Bien sûr, il ne pensait pas au prince Henri, puisque ça s'était si mal passé entre eux.
Mais au prince Jean, oui. Il m'a dit qu'il ferait le nécessaire pour que le prince Jean prenne sa suite, puisse prendre sa suite. Monseigneur me l'a dit. Maintenant, je n'ai pas la preuve écrite, mais Monseigneur m'en a parlé. Nous avons contacté le duc de Vendôme, Jean d'Orléans, mais il a refusé de répondre à nos questions. Si on découvrait qu'il y a des sommes considérables sur les comptes suisses, qui n'ont pas a priori d'emploi immédiat pour Madame Friès ou pour d'autres pistes qu'on a déjà évoquées, on pourrait s'interroger, se demander s'il n'a pas voulu mettre de côté de l'argent pour son petit-fils, pour que celui-ci reprenne le flambeau de la prétendance. Ça serait quand même pourtant, à mon avis, contradictoire avec la démarche globale de finir la prétendance. Mais on n'a pas tous les éléments. Il reste encore celui-ci. Donc peut-être.